Je suis le docteur Carbonel, je suis chef du pôle de soins de support et de médecine palliative au Centre Oscar Lambret à Lille. Et je vais vous faire une courte présentation. Le but, ça va être d'essayer de vraiment avoir un échange et de discuter. Et je vais laisser madame se présenter également. Bonjour, moi je suis Cyrielle El-Sugarat, je viens du Pays Basque, de Bayonne. Je suis une ancienne patiente en promotion Covid. Et suite à mon parcours de soins, j'ai créé une association sur Bayonne qui accompagne les femmes en traitement et post-traitement essentiellement aussi contre le cancer. Alors, le thème du jour, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est vraiment de reprendre un petit peu ce qu'étaient les soins oncologiques de support, à qui ça s'adressait, quel était l'intérêt des soins oncologiques de support et comment ces soins de support étaient déployés, que ce soit à l'hôpital essentiellement et éventuellement au domicile. Donc tout d'abord la définition. Cette définition est traduite de l'anglais. C'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement au traitement oncologique ou oncohématologique spécifique lorsqu'il y en a. Ça veut dire que, effectivement, il y a des soins médicaux, des traitements spécifiques, mais également des soins, c'est-à-dire, on va dire, les à côté de la médecine, et des soutiens qui sont finalement un petit peu en dehors des soins classiques, qui sont nécessaires. Le terme nécessaire aux malades est vraiment important, et conjoint au traitement oncologique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va se faire à part, c'est quelque chose qui va se faire en même temps et qui va servir aux traitements et aux oncologues médicaux de permettre de passer des traitements souvent lourds, plus facilement et avec une meilleure qualité de vie. Et bien sûr aussi, il faut admettre que malheureusement, il y a des fois où on n'a plus de traitement, où on n'a pas de traitement à proposer, et les soins de support sont partie intégrante de la prise en charge et prennent une mesure encore plus importante. Les soins de support, on les a tout le temps, partout, dès le début de la prise en charge. Ça peut être pour un parcours de chirurgie, un parcours de chimio en hôpital de jour, sur les consultations externes, sur des hospitalisations de médecine au domicile et également dans les unités de soins palliatifs. Donc on a vraiment des soins de support qui sont ubiquitaires dans la prise en charge oncologique. Historiquement, comment sont nés les soins de support ? Eh bien, en 1998, premiers états généraux des patients atteints de cancer, les patients ont manifesté la volonté d'avoir une prise en charge de dimension psychosociale de la maladie et des effets secondaires des traitements. Ça a été encore plus loin en 2005, puisqu'il y a eu le premier plan cancer. On a acté le développement officiellement des soins de support, avec en priorité la prise en charge de la douleur et la psycho-oncologie. Parallèlement, une des autres mesures du plan cancer, c'était de développer les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur, qui se mettait un petit peu à part des soins de support, puisqu'il y avait un besoin encore plus prégnant, et pas seulement en cancérologie. Dernier plan cancer, c'est vraiment passer d'un parcours de soins qui était centré sur la prise en charge médicale du cancer, c'est-à-dire vraiment le technique, les molécules innovantes, etc., à un parcours de santé qui prend en charge la globalité de la personne humaine et où on a vraiment à la fois la prise en charge médicale pure, les à côté et la prise en charge globale de la personne malade, mais aussi, très innovant, de ses proches. Puisqu'on sait que la maladie cancéreuse, quand elle arrive dans une famille, c'est souvent le raz-de-marée et il y a énormément de choses à envisager pour que la maladie puisse être supportée au mieux. Sur la stratégie décanale de lutte contre les cancers, donc c'est le dernier plan cancer globalement, on
a acté le fait qu'une structure de soins ne pouvait plus être labellisée prenant en charge des patients atteints de cancer sans avoir une offre de soins de support. Ça répondait à un besoin important. C'était certaines structures travaillaient, faisaient de la cancérologie, mais ne pouvaient pas faire bénéficier aux patients de soins de support. Et donc ça, c'est fini. Les structures hospitalières ne peuvent plus avoir de labellisation pour faire de la cancérologie s'il n'y a pas des soins de support proposés. L'ironie de l'histoire, comme souvent avec la sécurité sociale, c'est que on oblige les structures hospitalières à faire des soins de support, mais on n'a pas prévu de financement particulier pour les soins de support. Donc, si vous voulez, on va dire que c'est pas, ça fait partie de l'offre de soins. On valorise ça avec l'activité qui elle, génère une tarification à l'acte de chimio, de chirurgie, etc. Mais on n'a pas de financement dédié pour faire des soins de support. C'est en train de changer. On est en train de sortir un petit peu de ces tarifications à l'acte et plutôt de partir sur une tarification au parcours. On espère que, effectivement, ça va avoir un effet très bénéfique sur les soins de support à l'avenir. Alors, pourquoi avoir des soins de support ? Eh bien, l'avoir acté, en tout cas dans le plan cancer, c'est surtout que tout le monde, peu importe où il est sur le territoire français, on puisse avoir un accès à des traitements de pointe, mais également un accompagnement approprié à la pathologie. Le but, c'est aussi d'être de plus en plus précoce. Souvent, on imaginait les soins de support, souvent chez des personnes qui étaient très fatiguées, très malades. Là, on essaye de les mettre dès le début de la prise en charge. En tout cas, c'est tous les projets innovants en soins de support vont vers une évaluation extrêmement précoce dès le début de la prise en charge médicale ou chirurgicale des patients. Et enfin, les cancers de mauvais pronostic. On a quand même des patients qui ont des besoins en soins de support qui sont beaucoup plus importants. Et là, il faut renforcer sur ces patients. Pour deux raisons. C'est permettre à des patientes qui sont fragiles d'avoir de plus en plus de traitements. On sait qu'en cancérologie, vous avez pu le voir au cours de cette journée, on a beaucoup plus de traitements disponibles, mais des traitements qui sont aussi beaucoup plus lourds, qui ont des effets secondaires extrêmement importants et qu'il faut pouvoir soulager, prendre en charge et expliquer. Il n'y a rien de pire que de subir un effet secondaire, de subir un traitement sans avoir eu connaissance de ces effets secondaires et d'avoir des solutions pour essayer de les contrer. Donc le but des soins de support, si on peut résumer, c'est avoir une meilleure qualité de vie possible pour le patient et ses proches. Et on est dans une approche globale et non plus dans une approche typiquement holistique, c'est-à-dire des traitements avec un petit saupoudrage de bien-être par-dessus, comme on a pu le voir au début de la mise en place des soins de support. Là, vraiment, on est typiquement dans la prise en charge, c'est-à-dire que les différents intervenants des soins de support et de l'oncologie discutent. Le projet, ça va être tel traitement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le patient ou la patiente pour que le traitement se passe bien, qu'on puisse le faire en totalité, puisque l'enjeu, il est là aussi. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à faire les traitements comme il faut parce qu'il y a trop d'effets secondaires, parce que, etc., on perd des chances. On perd des chances, donc on n'est pas optimal. Donc ça, il y a eu vraiment une conscience de ça, où se dire, pour qu'on aille au bout des traitements, il faut mettre en place d'autres choses qui sont de plus en plus nécessaires. Alors, l'INCa, l'Institut national du cancer, a défini 4 soins socles. Alors, la liste n'est pas exhaustive, qui sont un nécessaire pour être labellisé en soins de support, c'est-à-dire la prise en charge de la douleur. Prise en charge de la douleur avec 2 techniques qui sont l'hypnoanalgésie et l'analgésie intrathecale, qui sont normalement, pour être labellisées sur une structure douleur-cancer, il faut avoir
pouvoir proposer ces deux techniques. La prise en charge diététique et nutritionnelle. Alors la prise en charge diététique et nutritionnelle, bien souvent, les traitements, la phase active, c'est un moment où on ne mange pas, on perd du poids. On est donc sur des patients souvent dénutris. Et donc le support nutritionnel, les conseils nutritionnels sont très importants. Dans une phase d'après-cancer, on est souvent confronté à autre chose. Par exemple, en scénologie, des patientes qui ont des hormonothérapies et qui ont tendance à prendre du poids. On sait aussi que le contrôle du poids, c'est un facteur pour éviter la récidive. Donc la prise en charge nutritionnelle, quel que soit le moment de la prise en charge, est nécessaire. La prise en charge psychologique, ça peut être début de prise en charge avec toutes les thématiques de syndrome post-traumatique, puisque vraiment l'annonce d'une maladie grave, la mise en route des traitements extrêmement rapides peut être vécue comme un stress post-traumatique. D'ailleurs, on a au Centre Oscar Lambré des études en cours pour évaluer cet impact psychologique des débuts de traitement. Et bien souvent, les psychologues avec qui j'ai encore discuté récemment me disent le temps de la prise en charge psychologique est plutôt sur l'après-cancer. C'est-à-dire qu'on s'est battu, on a fait tout son parcours de soins, et puis après, finalement, l'hôpital s'en va un petit peu du quotidien. On prend à ce moment-là conscience qu'on a de tout ce qu'on a fait, et là, les besoins en psychologie sont présents, et les traumatismes remontent. Donc c'est vraiment, là aussi, la psychologie, la prise en charge psycho-oncologique qui est importante à chaque étape du parcours. Et puis, notamment dans les Hauts-de-France, on est fortement confronté à de la précarité, à des problèmes sociaux, des consommations d'alcool, de tabac. Tout ça, ça fait partie d'une prise en charge sociale, familiale souvent. On a aussi beaucoup de familles monoparentales. C'est vrai que une maman qui est en traitement, seule et sans aide, c'est très difficile pour elle de faire ces traitements de façon optimale. Et puis bien évidemment, c'est des arrêts de travail qui vont être très longs et qui, dans le milieu professionnel actuel, vont souvent solder par la volonté d'une mise en invalidité ou une inaptitude à un poste et finalement finir par des licenciements. Donc c'est aussi le rôle des soins de support sur l'après-cancer, de travailler avec les patients pour leur permettre d'avoir un retour à la vie, un retour à l'emploi. Et c'est pas toujours facile. Il y a d'autres soins de support complémentaires qui sont l'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée, ça a été porté sur l'île par le docteur Van Lemans, qui a vraiment travaillé dessus, surtout en scénologie. Et elle a réussi à montrer que le fait de pratiquer de l'activité physique diminuait le nombre de récidives. Voilà, ça a été prouvé qu'en scénologie, mais en tout cas, les bienfaits de l'activité physique adaptée sont majeurs. Ils sont majeurs également pendant les traitements. Je reviens sur ma dénutrition et des patients fragiles. Si vous faites une renutrition, des conseils nutritionnels sans que le patient fasse de l'activité physique pour éviter une perte musculaire, vous ne serez pas efficace. La préservation de fertilité, bien évidemment, ça c'est primordial. Donc, les centres de lutte contre le cancer ne font pas tous de la préservation de fertilité, mais par contre, en tout cas, ce qu'on fait à Lille, c'est qu'on confie à l'hôpital Jeanne de Flandre, qui est vraiment le grand centre de préservation de fertilité. Et logiquement, tous les patients ont une proposition et ça doit être légalement noté dans une réunion de concertation pluridisciplinaire d'avoir proposé aux patients une préservation de fertilité. Les troubles de la sexualité. Alors les troubles de la sexualité, c'est devenu, ça a été inscrit dans le panier des soins de support. C'est assez disparate. C'est assez disparate pour deux raisons, parce qu'on n'a pas de professionnels énormément formés sur la question. Et pour les patients, c'est difficile de pouvoir
en parler. Parce que ce n'est pas le moment, parce que on se dit que on a échappé à des choses difficiles et que la sexualité passe au second plan. Mais voilà, le but des équipes médicales, c'est aussi de, au moins, poser la question, savoir si sur ce plan-là, ça fonctionne, s'il n'y a pas de difficulté, et de pouvoir orienter vers un professionnel compétent sur le sujet. Des conseils d'hygiène de vie. Alors, comme je vous ai dit, il y a énormément de médicaments nouveaux en cancérologie, ce qui est très bien. On fait des progrès de jour en jour, mais on découvre aussi un panel d'effets secondaires qui est très, très, très important. Donc, il nous faut des conseils, l'avis des pharmaciens, et bien souvent, maintenant, quand on met en place des thérapies ciblées, des chimiothérapies, des choses comme ça, le patient peut voir le pharmacien pour se voir expliquer les effets secondaires, et il voit généralement aussi l'infirmière de parcours ou de coordination qui reprend avec le patient, qui fait de l'éducation thérapeutique pour s'assurer que tout a été compris, qu'il y aura les bons réflexes si l'effet secondaire arrive et qu'on soit sollicité s'il y a un problème. Et le soutien psychologique, à la fois des proches, mais aussi des aidants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, même si c'est encore un petit peu difficile dans les centres d'avoir assez de psychologues pour pouvoir aider tout le monde. Alors, les soins palliatifs, est-ce que c'est une discipline à part entière? Est-ce que ça fait partie des soins de support? L'INCa dit les soins palliatifs font partie des soins oncologiques de support. C'est ma conviction également. Cependant, les sociétés savantes, notamment de soins palliatifs, veulent garder une certaine autonomie pour les thèmes un petit peu difficiles qu'ils ont à gérer. Mais globalement, en fonction du moment où on prend en charge le patient, les soins oncologiques de support et les soins palliatifs sont souvent très proches dans leur façon de voir les choses et dans leur façon de soulager des problèmes. Donc, ce qui est très important, c'est trouver la bonne articulation entre la démarche curative et le passage, malheureusement, qui arrive en situation palliative, puisque c'est à ce moment-là où il faudra mettre les bons intervenants. Je vous présente un petit peu ce diagramme qui reflète vraiment la prise en charge oncologique. Il est très connu, vous avez déjà dû le voir passer. En phase curative, on a la place des soins spécifiques qui est extrêmement importante, qui prend l'essentiel de la place. On voit les soins de support qui sont déjà présents. Le but des soins de support à ce moment-là, c'est vraiment de permettre d'avoir l'entièreté des traitements pour obtenir cet espoir de guérison. Arrive un moment, diagnostic d'une maladie d'évolution incurable, où là, on a encore, et on aura de plus en plus, cette partie-là va être de plus en plus grande, du fait des nouveaux médicaments, du fait des progrès de la science. Et donc, on aura encore des interactions avec les soins de support, mais l'évolution aidant, on va avoir une majoration des besoins en soins de support pour arriver à la phase palliative terminale. Alors, il faut entendre la phase palliative terminale non pas comme une mort imminente, là on sera plutôt sur l'agonie avec voilà, tout ce qui est problématique de droit à mourir, de soins, de sédation, etc. Mais entre deux, il faut vraiment soulager, il faut qu'on soit extrêmement présent dans ces moments, mais également dans cela pour permettre d'avoir des traitements optimaux. Alors, les soins oncologiques de support, comment on s'imagine ça? Historiquement, c'était un petit peu sur demande. Est-ce qu'il faut tout pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un catalogue et on choisit? Qui c'est qui sollicite les soins de support? Ça, c'était pas efficient.
pas efficient parce qu'on gaspillait des ressources pour des patients qui ne relevaient pas forcément de tous les soins de support. Et puis, pour les ressources, pour les raisons que je vous ai évoquées en début d'intervention, c'est-à-dire qu'on a des moyens qui sont relativement limités. Donc le but, et c'est un petit peu la façon de faire de tous les établissements actuellement, c'est d'évaluer très correctement les besoins. Un patient, on évalue ses besoins et on le coordonne sa prise en charge en soins de support. Et surtout, on met en œuvre une interdisciplinarité. Tout le monde ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un qui réfléchit à qui mettre en face des besoins. Souvent, maintenant, c'est les infirmières de coordination qui permettent de gérer un petit peu ce côté d'organisation de la prise en charge. Donc, l'évaluation va être de plus en plus précoce, elle va être coordonnée, mais aussi adaptée au fil du temps. Comme on a vu dans la frise, effectivement, les besoins chez quelqu'un qui commence une prise en charge ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui aura une évolution palliative. Et il faut adapter et pas standardiser les prises en charge. Les outils. Alors les outils, c'est des grilles d'évaluation. L'INCa a produit une grille de repérage de premier niveau qui est un auto-questionnaire patient. Et fort de cette première grille de repérage, des questions de deuxième niveau à utiliser lors d'une consultation de soins de support. Ces grilles, vous pouvez les trouver sur le site de l'INCa. Ces grilles sont faites de façon un petit peu complexe et lourde, c'est-à-dire les retours patients, c'est-à-dire que dans les centres maintenant, on demande beaucoup l'avis d'anciens patients ou de patients en cours de prise en charge, et ça a été vraiment un très grand bénéfice dans nos pratiques. Et on s'est rendu compte que cette grille était un petit peu difficile et pas forcément adaptée à un dépistage tout venant. Donc on est en train de retravailler avec un petit peu chacun dans chaque centre pour coller à nos organisations et coller aussi au dépistage de premier niveau. Donc globalement, l'évaluation précoce, c'est une première consultation. On remet le plan personnalisé de soins. Une consultation initiale en oncologie est extrêmement lourd. Extrêmement lourd puisqu'il y a l'annonce, il y a l'explication de la phase de traitement. C'est souvent 1 heure de consultation. On sort de là, on ne sait plus où on est. Et ce n'est pas le moment où il faut parler des soins de support parce que ça ferait trop, ça ne serait pas compris. Donc nous, au Centre Oscar Lambré, on a pris le parti d'essayer de faire un auto-questionnaire qui est distribué au moment de la première consultation. Le patient prend son temps pour rédiger ce questionnaire. L'infirmière de parcours, qui est une infirmière de coordination, va analyser ce questionnaire et va organiser la prise en charge coordonnée avec tous les intervenants. Le but, c'est d'essayer que le patient remplisse son questionnaire lui-même, prenne le temps de le faire, mais ne soit pas sous l'eau avec énormément, et voire trop d'informations initialement. Bien évidemment, on refait ces évaluations au fil des prises en charge. Quelqu'un qui n'a pas encore commencé le traitement n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui vient finir une ligne de chimiothérapie, bien évidemment. Donc là, c'est nouveau un petit peu tout ça, donc on ne sait pas encore comment évaluer correctement, quand refaire ces évaluations, vraisemblablement à chaque fin de séquence de traitement, après une chirurgie, après une chimiothérapie, après une ligne de traitement de thérapie ciblée. En tout cas, c'est à ce moment-là qu'on refera pour adapter les prises en charge. Et il y a des questionnaires qui seront dédiés à l'après-cancer, où là, les problématiques seront plus des problématiques de retour à l'emploi, des problématiques psychologiques,
Et effectivement, là, on sort du travail actif pendant la prise en charge et où on est plutôt sur des problématiques qui sont complètement différentes et qui doivent être évaluées différemment. Donc ça, j'ai fait exprès de faire quelque chose de très compliqué pour vous expliquer que, effectivement, il y a tout plein d'intervenants partout, il y a plein d'examens, il y a plein de situations qui sont à coordonner et à mettre le bon intervenant en face du bon problème. Donc c'est un boulot de coordination qui est extrêmement difficile et qui, encore une fois, n'est pas valorisé. Donc, bien évidemment, les soins de support, là, je vous ai parlé essentiellement de l'hôpital, qui est finalement mon quotidien, mais on essaye de plus en plus de faire le lien ville-hôpital. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est pas terrible, encore, loin de là. Donc, on se repose essentiellement sur le médecin traitant, le pharmacien, l'infirmier libéral. Ça, c'est vraiment le trio avec qui on essaye d'échanger le plus possible. Mais ce n'est pas toujours facile, puisque des médecins traitants, il y en a de moins en moins. Les pharmaciens, ils sont aussi très sollicités pour beaucoup de choses. Et c'est pas forcément facile. Et les infirmiers libéraux, ils sont un petit peu à la merci de tout le monde aussi. Les acteurs hospitaliers, évidemment, on reste chef d'orchestre pour essayer d'avoir ce qu'on souhaite, en tout cas comme soin de support à la maison, et les structures de coordination qui sont en train de se développer. Vous avez les dispositifs d'appui à la coordination. Donc ça, ce sont les anciens réseaux. Donc en gros, ce ne sont pas des soignants, mais ce sont des personnes dont le rôle, c'est d'évaluer comment ça se passe à la maison et de pouvoir orienter le patient vers des structures qui vont l'aider au domicile. Ça peut être pour de l'aide ménagère, pour une aide à la toilette, pour un soutien psychologique, etc. Donc nous, on a le retour de ces DAC quand on les met en place, qui nous permettent aussi d'adapter nos prises en charge en soins de support. Pour les patients les plus lourds, vous avez l'hospitalisation à domicile. En gros, c'est des patients qui bénéficient de traitements hospitaliers à la maison. Alors ça, c'est faisable s'il y a un étayage familial et des aidants solides, parce que l'hospitalisation à domicile est prônée un petit peu partout, mais ça reste vraiment une charge mentale et une charge de travail pour les aidants extrêmement importante. Entre deux, vous avez les prestataires de santé qui, eux, livrent du matériel, coordonnent un petit peu les prises en charge, forment les infirmiers libéraux, qui sont une aide surtout pour la nutrition, la perfusion. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur où trouver des prises en charge et où trouver des spécialistes? C'est sur les dispositifs spécifiques régionaux du cancer. C'est ce qu'on appelait avant les réseaux régionaux de cancérologie. Donc en gros, le but, c'est de référencer toutes les structures prenant en charge le cancer et les spécificités. Toutes les structures ne font pas tous les cancers, etc., etc. Donc, ça permet d'avoir une lisibilité pour le patient et de savoir si il a consulté au bon endroit, si l'hôpital où il a consulté est référencé, etc. Et dernière chose qui est très importante, ce sont les associations de patients. Comme je vous dis, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire à l'hôpital. On est souvent limité à domicile, comme vous avez pu le voir. Et les associations de patients, ça va être vraiment un refuge où on pourra trouver beaucoup d'informations, beaucoup de soins, mais avec une labellisation nécessaire, puisque là encore, il faut des associations solides qui sont sérieuses pour ne pas avoir affaire à, malheureusement, une certaine forme de malveillance qui peut arriver. On en a déjà vu. Je vais conclure, et après, je laisserai la parole à ma collègue. Les soins de support, désormais, ça fait partie de la prise en charge du cancer.
Le dépistage, il est nécessaire et il doit se faire au début de la prise en charge et doit être répété pour pouvoir adapter au mieux les soins de support aux besoins. La coordination ville-hôpital, on reste encore très loin de ce qu'on devrait atteindre, mais j'espère qu'avec la montée en puissance des infirmières de pratique avancée et des infirmières de coordination, on va passer une étape dans la coordination ville-hôpital. Et le soutien du milieu associatif, notamment en phase d'après-cancer, est vraiment une très grande aide, à la fois pour nous, médecins, avoir un retour sur vraiment ce que peut faire le patient et ce qu'il a bénéficié, et puis aussi pour le patient lui-même, qui est souvent trouve des choses que l'hôpital ne peut pas lui apporter. Je vous propose de débattre un petit peu, de façon un petit peu plus cool qu'à l'Assemblée. Et puis, je laisse la parole à ma collègue pour qu'elle présente son association. Alors, allumé ? Oui. Moi, je représente donc l'association Les Battements d'Ailes à Bayonne. C'est une association qui est justement complémentaire, comme disait le docteur Carbonel, aux soins de support, avec essentiellement chez nous des patientes en fin de parcours qui se retrouvent un petit peu, toutes l'évoquent un peu comme ça, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'abandon de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on fait tout son parcours de soins. On est très entouré par les équipes médicales. Et un jour, on nous dit les traitements sont terminés. Bravo, vous pouvez recommencer votre vie. Vous pouvez voilà. Recommencer, c'est un bien grand mot, mais et du coup, on se retrouve à la maison, on est seul, on est toujours en arrêt de travail parce que les traitements quand même abîment le corps, même une fois qu'ils sont terminés. Donc, on est en arrêt de travail pour plus ou moins longtemps. Les conjoints sont souvent au travail, les enfants sont à l'école, les amis aussi sont au travail, et on se retrouve seul face à soi-même, avec la peur évidemment de la récidive, une image de soi qui peut être détériorée par de la chirurgie, par des traitements lourds. Nous, on est là justement pour les accompagner, pour ne plus qu'elles se sentent seules, isolées, qu'elles se retrouvent autour d'une activité. Donc, du coup, une activité qui est assez thérapeutique, même si on ne la nomme pas comme ça dans notre association. Mais en tout cas, elle l'est, autour d'activités créatives comme la poterie, comme la peinture. Tout ça, ce sont des activités qui vraiment... je ne sais pas trop comment dire clairement, mais on prend confiance en soi, en tout cas en créant quelque chose avec de la matière et avec d'autres activités aussi comme l'APA, l'activité physique adaptée, que l'on propose toute l'année, toutes les semaines à nos adhérentes, parce que ça a un coût financier aussi. L'APA, il y a une prise en charge post-traitement, mais qui s'arrête au bout de 6 mois, souvent. Mais l'intérêt, c'est qu'elle continue tout le temps. Donc, notre association finance cette activité physique adaptée pour qu'elle puisse continuer toute l'année, avec aussi des séances d'aguasophro, de la sophrologie dans l'eau pour les douleurs, les nuits perturbées, les insomnies. Donc, ça atténue vraiment, il y a un réel bénéfice au niveau de l'aguasophro, qu'on propose essentiellement justement en fin de journée pour atténuer les douleurs et les insomnies. Et ensuite, on propose aussi beaucoup d'activités culturelles avec leurs conjoints ou leurs aidants, leurs accompagnants, pour que ça soit aussi un moment de partage, parce que le parcours du soin n'est pas simple, c'est toute la famille qui est impactée. Et effectivement, on prend compte maintenant des aidants un peu plus. Mais c'est vrai qu'avant, ils étaient un peu mis de côté. Donc, on essaie de proposer aussi aux aidants des activités et aussi d'activités physiques adaptées
pour qu'ils puissent prendre du temps pour eux, un temps ressource pour les personnes qu'ils aident encore, qui sont encore en traitement. Et du coup, c'est vrai que l'aidant ne prend pas de temps pour lui, souvent, et culpabilise de prendre du temps pour lui, à se dire qu'il ne peut pas, lui, profiter de quelque chose et laisser le patient à la maison. Donc, on essaie, en tout cas, de les accompagner aussi dans cette démarche-là. On va mettre en place des groupes de parole aussi pour les aidants, pour qu'ils puissent échanger entre eux, pour qu'ils aient une écoute. Alors, ce n'est pas l'association, c'est pas les membres de l'association, c'est vraiment encadré par une psychothérapeute. D'ailleurs, toutes les activités que l'on propose dans notre association ne sont faites que par des professionnels, parce que le but, c'est quand même que ça soit thérapeutique, donc c'est vraiment fait que par des professionnels. Et on a vraiment des retours de patientes incroyables au niveau estime de soi, confiance en soi. On a notamment une adhérente qui n'avait jamais réussi à pleurer, ni à l'annonce de son cancer, ni pendant ses traitements, n'avait jamais réussi à évacuer. Et à un moment, je pense qu'il faut évacuer. Et on propose au sein de l'association des ateliers de théâtre. Alors c'est dur on n'est pas comédien, c'est dur de devoir se dévoiler au public. C'est un vrai métier, le théâtre. Et on a eu quelques volontaires qui se sont inscrites à l'atelier théâtre, et dont cette adhérente qui vraiment avait du mal. Et puis c'était une personne très agitée, on sentait en fait qu'elle avait vraiment quelque chose à évacuer, qu'elle n'arrivait pas à évacuer. Et petit à petit, au travers des ateliers, déjà, elle arrivait aux ateliers créatifs, toujours en disant que de toute façon, elle ne savait rien faire, qu'elle était nulle, que ça ne ressemblait jamais à rien. Elle parlait beaucoup, elle se levait tout le temps, elle était très agitée pendant les ateliers. Et au bout de 6 mois, déjà, même les intervenants lui ont fait la remarque qu'elle était vraiment concentrée. Elle s'était apaisée. Et à la fin de ces ateliers, elle adorait tout ce qu'elle faisait. Donc déjà, ça lui avait redonné confiance en elle. Et l'atelier théâtre est arrivé, donc on l'a un peu incitée à y participer. Et ça lui a beaucoup plu. L'atelier a duré 2 mois, toutes les semaines, pour arriver à présenter une pièce de théâtre pour Octobre Rose, pour la clôture d'Octobre Rose. Et la dernière semaine avant la représentation, elles avaient donc des répétitions tous les jours. Parce que 2 mois, c'est aussi un atelier. L'atelier théâtre, c'est pas que se présenter aux gens, c'est aussi un exercice de mémoire qui est très difficile pendant les traitements. On a du mal à récupérer la mémoire souvent après. Et donc, la semaine avant la représentation au public, elle a pleuré tous les jours. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle s'est excusée tous les jours en nous disant que ça lui était jamais arrivé, que même son mari ne l'avait pas vu pleurer. Voilà. Mais elle avait évacué tout ce stress de l'annonce, des traitements, de l'après. Et donc, vraiment, c'est une adhérente où les bénéfices ont été spectaculaires. Là qu'on voit aussi la difficulté pour l'hôpital en général et les soignants plus particulièrement d'atteindre ces dimensions. On n'a pas un temps énorme, on revoit de façon très périodique les patients et vous avez la capacité avec les associations de pouvoir être plus fin que ce qu'on peut l'être. Et je dirais qu'on donne globalement la direction et vous entretenez un petit peu tout ça. Et ça, c'est vraiment primordial. Je propose de vous laisser la parole. On a assez travaillé, maintenant c'est à vous. Et puis, on discute pendant un petit quart d'heure de ce que vous voulez.
sauf des sujets trop polémiques. Alors, qui se lance? J'ai juste une question de vocabulaire. Vous avez parlé d'analgésie intratécale. Alors, effectivement, l'analgésie intratécale, c'est quoi? C'est une forme de... C'est comme une péridurale, si vous voulez, mais qui est dans un petit endroit de la colonne vertébrale qui n'est pas pareil que pour une péridurale. Bref, c'est une façon, avec une pompe à morphine directement mise au niveau de la colonne vertébrale, de soulager des douleurs extrêmement fortes et qui sont réfractaires à tous les traitements. Donc ça s'adresse à des patients qui sont en situation palliative et qui ont déjà essayé tous les autres traitements. Et c'est des prises en charge, c'est posé par soit des anesthésistes ou des neurochirurgiens. Et l'entretien, puisqu'il faut remplir la pompe très régulièrement, c'est une pompe qu'on a sous la peau à cet endroit-là. On a une petite télécommande pour faire des injections, des traitements qui soulagent. Et effectivement, c'est une nécessité pour les patients qui ont souvent une évolution loco-régionale basse, puisqu'on soulage en dessous de l'endroit où le cathéter a été mis, et en situation palliative, puisque ce cathéter va rester à vie, et la pompe sous la peau. Donc ça c'est vraiment une expertise de sélectionner les patients qui vont tirer bénéfice de ce dispositif. C'était le même sujet. En fait, il y a aussi, j'ai pu apparaître des capteurs qu'on met dans le dos et qui produisent du TENS pour les douleurs neuropathiques. Alors non, ça c'est différent. Le TENS, ça s'adresse pour les douleurs neuropathiques. Donc les douleurs neuropathiques, une hernie discale, ça peut donner des douleurs neuropathiques. Donc ça, le TENS, c'est vraiment quelque chose qui envoie de l'électricité, qui est un traitement tout venant, qui peut être mis en place par l'algologue et qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale. Voilà. J'avais une question sur la confiance. Vous avez très bien évoqué la perte de confiance suite à un cancer. Est-ce qu'on l'explique au-delà des traitements qui, en effet, peuvent provoquer des pertes de mémoire, des différentes choses? Est-ce qu'au-delà de ça, le stress post-traumatique impacte la confiance aussi? Ou qu'est-ce qu'il y a qui explique cette perte de confiance en post-cancer? Alors, les études qui ont été menées sur le thème montrent effectivement que c'est souvent la perte de contrôle qui explique la perte de confiance, parce que vous êtes complètement chamboulé. Il y a le diagnostic. On vous dit qu'on va vous mettre un boîtier de Pâques. On vous dit qu'on va faire de la chimio, qu'après on va opérer. C'est raz-de-marée. On se laisse faire, et on se laisse faire pendant toute la durée des traitements. Et puis après, on vous dit, comme vous l'avez bien expliqué, bah c'est tout. Vous êtes guéri, on surveille, et tous les 3 mois, on va se revoir. Bon. Et là, on se retrouve tout seul chez soi. Comme vous avez très bien dit, c'est souvent on est encore en arrêt de travail, mais on n'a aucune perspective de quand est-ce qu'on va reprendre. On ne sait même pas où est-ce qu'on en est. Donc c'est là où, effectivement, sur les parcours après-cancer, il est nécessaire de voir de la psychologie, d'adapter le retour à l'emploi, puisqu'on voit, les chiffres sont clairs, hein, le retour à l'emploi, il est faible après un traitement, et parce que l'emploi n'est plus adapté, parce qu'il y a des séquelles, parce que pour plein de raisons. Et on n'a pas de réponse pour l'instant efficace pour guider les patients correctement et savoir qu'il faut peut-être avoir un reclassement professionnel, voilà, et on essaye d'aider, mais en grande majorité des cas, on n'est pas efficace encore sur ces thématiques. Oui, moi je voulais vous parler également dans les aides, dans les soins de support, en tout cas on essaie de le faire reconnaître comme ça, si vous connaissez la biographie hospitalière,
parce que, enfin vous aussi d'ailleurs, parce qu'il existe des biographes hospitaliers dans l'association dans laquelle je fais partie, qui s'appelle Traces de vie, et il y en a justement à Lille, il y en a à Bayonne. Et voilà, ça aide beaucoup les patients également en soins palliatifs ou qui traversent une maladie, et même après, de pouvoir écrire leur histoire et témoigner. Voilà, c'était juste... Nous aussi, on essaie là de proposer un atelier d'écriture, justement, pour qu'elles puissent écrire ce dont elles ont envie sur leur parcours ou pas. Mais c'est un atelier que l'on met en place là, prochainement, avec aussi la création d'une gazette qui est écrite par les adhérentes sur les sujets dont elles ont envie de parler, d'aborder, et que ça soit justement médical, mais aussi personnel, sur le ressenti des adhérentes, sur le parcours, sur l'après. Voilà, donc ça fait partie, en tout cas dans l'association chez nous, d'ateliers proposés. Ce qu'on a souvent, ce qu'on nous remonte, c'est vraiment les traitements finalement. Les gens sont courageux, soutenus, vraiment soutenus pendant la phase active de traitement. Et pendant l'après-cancer, on se retrouve avec la vie qui reprend, mais sans vraiment reprendre, mais surtout l'entourage qui vite oublie par où les patients sont passés. Et les patients remontent le fait que, à la fois, ils ont été très soutenus donc très reconnaissants avec l'entourage, mais que finalement, ça s'arrête net. Et puis que l'entourage ne comprend pas que finalement la réflexion c'est s'estimer heureux d'être en rémission ou s'estimer heureux d'avoir eu tous les traitements alors que ça va pas du tout à l'intérieur et ça souvent c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aussi aux aidants. Donc je pense aussi dans les travails psychologiques, psychothérapiques, il faut intégrer aussi les aidants, puisque retrouver la place pour un couple, retrouver la place pour un papa, une maman dont l'enfant a été malade, c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile dans la mesure où, pour les gens, quand on va plus à l'hôpital, qu'on a récupéré ses cheveux, qu'il n'y a plus de traitement, c'est que tout va bien. Et c'est pas forcément le cas. Surtout que les patientes, en général, enfin les patients, n'osent pas dire à leurs proches qu'ils ne vont pas bien après. Même si tout est terminé, ils vont pas bien, mais ils n'osent pas le dire. Donc, Et puis il y a des entourages maladroits aussi. Pour faire un partage d'expérience aussi, alors, qui n'est pas du soin de support officiel, c'est le coaching. Moi, ça m'a énormément aidé pendant la traversée de la maladie. En fait, j'ai su que j'étais malade la première semaine où je commençais une école de coaching. Et le coaching, ça permet de regarder les choses sous un autre angle. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas malade, hein, c'est tout aussi dur, aussi cruel, tout ce qu'on veut. Mais par contre, dans le quotidien, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement aidant déjà pour arrêter les ruminations et se poser ce que j'appelle les questions qui tirent vers le bas. C'est-à-dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et en début... on a un peu cet état de sidération et puis cet état après de se poser des tas de questions qui finalement ne nous aident pas dans le quotidien. C'est quelque chose qui peut aider aussi sur tout ce qui est énergie, en ce sens de qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me prend de l'énergie, comment j'essaye de faire pencher la balance du bon côté pendant que je suis malade. Et en post-cancer, en effet, pour la vie d'après, ça peut être très très riche en termes de quoi j'ai envie pour moi maintenant, parce que vous l'avez très bien dit, c'est pas recommencer, mais la vie d'après, elle est plus comme la vie d'avant, comme après tous les chocs. Et donc, il y a quelque chose qui est quand même à relancer ou des questions à se reposer. On se rend compte qu'on est très, très différents après, quels que soient les traitements. Moi, pour ce qui me concerne, j'ai un truc particulier, c'est que j'ai eu un cancer, entre guillemets, chirurgical. Mais ça fait 2 ans que j'y suis, avec 10 interventions. Et du coup, c'est vrai que le coaching m'aide à relativiser... le terme n'est peut-être pas le bon, mais à appréhender les choses différemment dans le pendant, dans l'après. Et voilà. Et pourquoi je dis que c'est un parcours un peu particulier, c'est que du coup, c'est 0 soin de support quand vous êtes en chirurgie. Voilà, parce que vous n'êtes pas... J'ai pas eu d'oncologue, j'ai pas eu de cancérologue. Et voilà. Mais en tous les cas, tout ça pour dire, on peut passer au travers. On va le présenter comme ça. Il y a des prises en charge qui font qu'on peut passer au travers. Et moi, j'ai découvert ça, du coup, par moi-même. Mais voilà, je ne peux que encourager tout le monde et tous les gens qui ont
des gens autour d'eux de faire un maximum de soins de support justement pour respirer après tout ça. Excusez-moi, mais le coaching par rapport à la psychologie, quelle est vraiment la différence? Alors, il n'y a aucune dimension médicale dans le coaching. C'est vraiment comment est-ce qu'on se donne les moyens d'améliorer sa qualité de vie. C'est très proche de l'éducation thérapeutique du patient. Moi, je me suis formée aussi sur l'éducation thérapeutique du patient. C'est ce côté, trouver en soi les propres ressources pour améliorer sa qualité de vie. C'est en ça que je trouve que c'est assez proche de l'éducation thérapeutique du patient. Et donc voilà, donc c'est vraiment un travail avec un coach qui est essentiellement basé sur du questionnement et de l'échange. Et puis, ça peut être du travail, comme je disais, sur l'énergie, ça peut être du travail sur la confiance en soi, ça peut être du travail sur qu'est-ce que j'ai envie pour moi. Donc c'est très, très ouvert. Et la personne qui est coach, elle a une formation qui... Alors oui, ça vous faites bien de le dire parce qu'en effet, il y a, on peut le dire, à boire et à manger sur le coaching et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles c'est pas connu c'est pas reconnu du tout comme soin de support. Il y a des certifications. Voilà. Donc il faut toujours prendre un coach professionnel certifié, reconnu RNCP. Pardon ? Est-ce que c'est onéreux ? Ça dépend vraiment. Vous en avez... moi, j'ai fait avec la Maison Rose au début. Donc là, c'est totalement offert. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui en proposent gratuitement. Et après, en individuel, c'est pareil, c'est très, très varié. D'accord. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. On peut en reparler après. Du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire la dame, quelles sont les recommandations en fait qui permettent de donner accès aux soins oncologiques de support chez les patients ayant un cancer? Parce que vous avez parlé de chirurgie, moi j'ai eu chirurgie et radiothérapie, on m'a jamais proposé de soins de support. Donc, quels sont les recours? Alors là, actuellement, ce qui est vraiment défini, et je vous encourage à aller voir le site de l'INCa, mais également le site de l'AFSOS, donc c'est l'Association française des soins oncologiques de support, où vous avez vraiment énormément d'informations, grand public et spécifiquement recommandations médicales. Donc, logiquement, ce qui est recommandé, c'est de bénéficier, dès le début d'une prise en charge, d'une évaluation des besoins en soins de support. Ça n'est pas encore fait partout et de façon systématique. Bien souvent, on avait le chirurgien, l'oncologue qui prenait en charge le patient, qui mettait en regard les soins de support qu'il jugeait nécessaires. Maintenant, ce qu'on a tendance à essayer de faire, c'est standardiser les évaluations et les confier au patient lui-même pour qu'il puisse remplir des questionnaires un peu standardisés pour que nous, derrière, on puisse mettre en face le soin de support adapté. Le problème qu'il y avait historiquement, c'est que les soins de support, les associations ont fait beaucoup progresser les soins de support et les associations étaient essentiellement sur de la scénologie, le cancer du sein. Donc on a des patients de scénologie qui sont très informés, qui sont habitués avec beaucoup d'associations, etc. Ça l'est beaucoup moins chez d'autres cancers. Donc, on prend l'exemple d'un monsieur âgé qui a un cancer de la prostate, il va être beaucoup moins au fait des soins de support qu'il nécessiterait, etc., où il n'osera pas demander, où il n'osera pas solliciter. Et donc, le but de ces évaluations précoces et répétées, c'est que chacun, quel que soit le cancer, quelle que soit sa pathologie, puisse avoir en face de lui les soins de support adaptés. On progresse là-dessus, on est loin d'être parfait, mais en tout cas, la prise de conscience est là et on a maintenant des équipes dédiées dans, en tout cas, je parle pour les CLCC, les centres de lutte contre le cancer dont je fais partie, on a pris conscience de ça et il y a eu le pôle de soins oncologiques de support et de soins palliatifs au centre Oscar-Lambré, il a 6 mois. Avant, c'était une coordination, c'est-à-dire un petit peu partout, saupoudré un peu partout. Donc on est en construction, mais voilà, on va sur le bon chemin, je pense. Et puis il y a peut-être la question du financement aussi, vous en parliez tout à l'heure.
Typiquement, alors ça vaut. Il n'y a pas de financement. Un psychologue, c'est pas financé. Ça l'est un petit peu pour 3 consultations sur une année, mais finalement, si on les fait à l'hôpital, on peut pas les faire en ville. La diététicienne, c'est pas financé, donc elle peut pas faire de consultation. Donc le petit ressort qu'on a maintenant, c'est d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des prise en charge coordonnée. Si le patient vient à l'hôpital pour voir la diététicienne, la psychologue, l'éducateur d'activité physique adaptée et un médecin qui résume un petit peu la journée et coordonne la prise en charge, là, il y a une valorisation comme un hôpital de jour. Donc, on essaye de foncer là-dessus, et d'où les évaluations aussi, pour pouvoir valoriser du soin de support et derrière avoir des ressources injectées dans les soins de support. Moi, j'aurais 2 questions. Vous avez parlé au début de votre intervention de labellisation. Du coup, qui l'a fait? C'est les établissements qui demandent? Est-ce qu'il y a du financement? Ça se concrétise comment? Les labellisations hospitalières sont faites par l'ARS et l'HAS plus spécifiquement. C'est tout ce qui est... tous les établissements de français en France sont labellisés tous les 5 ans. Donc, dans cette labellisation, ces évaluations, vous avez une liste de critères à répondre pour permettre d'être labellisé. Et si vous ne répondez pas, il y a des remarques plus ou moins insistantes, voire pas d'accréditation. Donc effectivement, ça fait partie des critères d'évaluation d'une structure hospitalière. Et l'évaluation pour savoir si une structure hospitalière peut traiter tel ou tel cancer, c'est souvent sur le nombre de cancers d'un même organe qu'il traite, mais également maintenant sur la qualité et l'expérience patient. Donc il y a vraiment essayer de sortir du « je coche la case du nombre », mais aussi évaluer la qualité des soins et le retour des patients. Donc quand on est examiné, quand on est évalué dans une structure hospitalière, les examinateurs vont voir un patient et ils échangent avec lui sur sa prise en charge et ils voient avec le patient si la prise en charge se passe bien. C'est plus sur dossier ou sur une liste de cases comme ça se faisait avant. Et alors ma deuxième question, elle rejoint plutôt peut-être votre association. Vous parliez de confiance en soi qu'on perd. Enfin, quoi que non, sur les soins, c'est également... ça rebondit également sur les patients, mais du coup, j'ai pas vu dans ce qui était préconisé en soins de support, la confiance en soi, on la perd beaucoup parce que le physique change. Donc tout ce qui est perte de cheveux ou chirurgie particulière ou soins de kiné importants pour certaines choses, il me semble pas les avoir vus, à moins qu'ils soient regroupés dans les certains paragraphes que vous avez évoqués. La kinésithérapie fait partie de tout ce qui est rééducation, réadaptation. Donc c'est pas... ça fait partie des soins de support très clairement. Hein. Cette liste, elle est officielle sur l'INCa, mais elle n'est pas du tout exhaustive. Mais elle est nécessaire. On va avoir en plus de plus en plus des patients âgés en bonne forme qui vont avoir des cancers. Et donc, il y a cet enjeu d'oncogériatrie aussi, de préhabilitation avant les soins. Alors ça peut être chez une personne âgée, mais ça peut être aussi chez quelqu'un qui va avoir une opération très lourde au niveau pulmonaire ou qui va avoir une amputation. Voilà, c'est des choses qui commencent à rentrer dans les mœurs où on se dit, pour que ça se passe bien, il faut préhabiliter le patient, c'est-à-dire le préparer à des traitements qui vont être extrêmement lourds. Là, les filières de prise en charge sont aussi de plus en plus. Alors, certaines chirurgies, comme la chirurgie du sarcome, font de la préhabilitation maintenant, puisque c'est des chirurgies très délabrantes. Et c'est en train de voir le jour. On a un projet de filiérisation de préhabilitation pour les personnes âgées, par exemple, au centre Oscar-Lambry. Au cancer du sein, puisque ce matin, on a eu une intervention intéressante également. Et c'est vrai qu'on peut constater quelquefois les ordonnances ne sont pas forcément remises suffisamment tôt pour qu'il y ait une prise en charge intéressante pour la patiente. Donc il y a peut-être un travail de réseau à faire ou d'information un peu plus importante
à faire. Il y a effectivement. Après, en tout cas, je parle pour les Hauts-de-France. Dès qu'on sort de l'hôpital, c'est vite le désert. On fait 10 km autour de la métropole et puis c'est tout. Alors comment on peut informer peut-être nous les équipes médicales, je sais pas. On est au fait de ces problèmes-là. On essaye de le solutionner en proposant au maximum des choses à l'hôpital, en prenant relation avec des associations qui peuvent nous aider dans ce qu'on peut mettre en place au domicile, mais c'est pas suffisant. Pas d'autres questions ? Pour ceux qui sont encore dans la maladie, donc l'AFSOS dont vous parliez, l'Association française des soins de support, a un site super parce qu'il donne en effet beaucoup d'adresses en région dans plein de choses différentes. Et il y a une autre chose que je trouve très importante, c'est qu'il y a une conférence, alors moi quand je la regardais beaucoup, c'était toutes les semaines, une fois par semaine, sur des sujets très divers, mais du coup il y a une source d'information, il y a toujours un médecin, ou voilà. Et ça, moi j'ai trouvé que c'était très aidant aussi quand on se pose des questions, et on peut poser des questions de façon tout à fait anonyme en plus quand on a besoin. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très... vraiment à mettre en avant, parce que c'est pour des patients, c'est très aidant aussi, et surtout quand c'est accessible en effet au fin fond de la campagne, quand il n'y a rien autour de ça, parce que en effet, vous le dites très bien, quand on est en hôpital, les gens qui se soignent, qui font 2 heures pour venir, ils font rarement les 2 heures juste pour les soins de support, et du coup je trouve que c'est chouette quand les soins de support peuvent arriver à la maison. Bonjour. Je ne sais pas, ça marche ? Oui. J'ai une question à poser par rapport à l'association. Vous avez parlé d'activité physique adaptée et je voulais savoir en quoi ça consiste exactement comme activité physique. Ça fonctionne ? Oui. Ouais. C'est une éducatrice sportive professionnelle dans l'activité physique adaptée qui propose et qui adapte les séances en fonction des patients qu'elle a. Ça peut être aussi... dans nos séances, il n'y a pas forcément, dans les séances que l'on propose au sein de l'association, mais on travaille directement avec l'éducatrice. Il peut y avoir d'autres pathologies chroniques. Donc, en fonction des inscriptions qu'elle a sur la séance, elle adapte elle-même, mais ça repose sur l'équilibre, le renforcement musculaire. Voilà, c'est. J'ai pas participé. Si vous voulez, il n'y a rien de contre-indiqué. C'est-à-dire que vous allez, on va pas commencer une séance d'activité physique adaptée en disant ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit, puisque chaque patient aura sa pathologie, avec les retentissements de sa pathologie. Quand il y a... c'est souvent le lien entre kiné et activité physique adaptée qui est difficile à trouver. C'est-à-dire que quand il y a un manque fonctionnel, quand il y a la pathologie qui fait qu'il y a quelque chose à travailler, c'est le kiné qui fait pour récupérer la fonction. Et une fois que la fonction est récupérée, c'est l'entretenir et la développer. Et ça, c'est l'activité physique adaptée qui fait. Alors, si c'est du saut en parachute que vous avez envie de faire, c'est du saut en parachute. Je ne pense pas que vous aurez beaucoup d'éducateurs pour ça. Mais enfin, voilà, vous pouvez le faire tant que c'est adapté à la pathologie. D'accord, parce que mon interrogation, en fait, c'était de savoir s'il y avait une discipline particulière qui était plus adaptée qu'une autre pour aider justement les personnes en voie de guérison pas spécifiquement. Encore malades. Sur l'après-cancer, on sera vraiment essayer de lutter contre l'inactivité, lutter contre l'obésité, lutter contre la malbouffe, etc. Donc, voilà, de l'activité physique. Et sur les patients qui ont perdu beaucoup de poids, qui sont en train d'être nourris, etc., c'est récupérer du muscle. Donc, c'est généralement du tout simple. Ça peut être faire 3 fois le tour d'une salle de sport, c'est déjà très important. Mais voilà, il faut se fixer des objectifs adéquats en fonction de ses capacités. Pour si vous essayez d'en faire trop à quelqu'un qui n'y arrivera pas, on est dans
la dévalorisation, là, etc. J'y arrive pas, je suis nul, je sais pas. Tandis que chez quelqu'un qui se dit, bah là, vous voyez, vous arrivez à faire 50 mètres, si on arrive à faire 300 mètres au bout de 10 séances, eh ben, c'est super. Voilà. Ça s'arrête là, et le but de l'éducateur en activité physique adaptée, c'est vraiment d'adapter l'activité physique aux problèmes du patient. D'accord, merci. Alors, un petit bémol quand même, dans la mesure où c'est une activité qui se pratique en groupe, comme vous le disiez juste précédemment, des fois il est nécessaire d'abord de consolider des acquis articulaires, par exemple, grâce au sens de kinésie, par exemple. Oui. Bon, je pense à une épaule figée ou ce genre de choses. Je suis passée par là et en fait je me suis fait au départ plus de mal que de bien parce que je voulais faire bien et puis en même temps je me contracturais et qu'en définitive c'était contre-productif. Donc j'ai compris qu'il fallait d'abord Passer par le kiné. Oui. que j'améliore la situation grâce à la kiné. Et la kiné, par contre, je crois que dans certains cas, en tout cas pour les épaules figées, j'ai compris que c'est pas 2 séances par semaine, quoi. C'est le maximum qu'on puisse en faire avec aussi un programme chez soi, enfin, en étant le plus régulier possible pour avoir bien sûr du bénéfice. C'est ça, quoi. oui. Mais c'est vraiment important. En tout cas pour les séquelles post-chirurgie bassale, post-épaules figées. Tout à fait. D'où l'intérêt d'avoir une évaluation en soins de support. Hein. C'est de voir un petit peu, si envoyer quelqu'un faire de l'activité physique alors qu'il ne sait plus bouger l'épaule, ça ne sert à rien. Oui, bien sûr. Mais là, ce que je vous parle, c'est vraiment d'être évalué. C'est de venir faire une journée d'hôpital de jour et de vous dire, bah là, je pense que votre épaule, aller faire du sport, c'est un peu trop tôt. Donc on va d'abord faire du kiné, etc. Voilà. Ben oui, mais c'est l'enjeu des soins de support à l'avenir. Ça va être de faire ça, c'est de vous évaluer pour que on vous oriente pas mal. Là, on est obligé un peu d'y aller au petit bonheur la chance, en fonction de son intuition, et puis quand même des échanges qu'on a en fonction. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Il y a quand même des. Après, nous, l'éducatrice sportive que l'on a avec l'association, elle-même, dès qu'il y a une nouvelle adhérente de notre association qui intègre la séance, elle fait une évaluation sur les exercices qui lui sont possibles de faire ou pas faire. Et du coup, elle adapte après la séance à sa... Des pathologies cancéreuses différentes, avec des âges différents. C'est excessivement difficile oui. pour elle d'arriver à tout concilier. Mais si par exemple elle ne peut pas utiliser l'épaule, alors qu'il y a un exercice qui nécessite... oui, mais voilà. Elle essaie d'adapter en lui disant qu'elle pourra faire autre chose à la place pour mobiliser un autre... voilà. Enfin, ça a le mérite d'exister et c'est très précieux. Mais c'est vrai qu'il faut toujours affiner, il faut toujours ajuster, il faut toujours... c'est normal, hein, c'est la vie, enfin, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle, on a déjà eu la chance d'être soigné au mieux des connaissances actuelles, et c'est vrai qu'après, le parcours post-soin, c'est vrai que c'est le parcours, voilà, de tout, mais c'est vrai que les associations, c'est énorme aussi, quoi, c'est vraiment essentiel, dans les associations. Et comme disait le docteur Carbonel au niveau précarité qu'apporte le cancer, le parcours de soins, les arrêts maladie, la perte de travail, des séparations de couples. Dans notre association, toutes les activités sont offertes aux patientes toute l'année, en fonction vraiment de leurs besoins. Il n'y a pas de limite de durée ni d'activité. On ne va pas rajouter une couche parce que malheureusement, il y a des patientes en grande précarité aussi. Oui, moi j'ai eu l'occasion de participer à l'activité physique adaptée, où en effet c'est un groupe qui fait les mêmes exercices en même temps, qui adapte chaque... Mais il existe aussi le sport santé, que je fais aussi, qui est prescrit par le médecin. Ça, c'est des associations sportives labellisées maison sport santé. Et là, le coach, il a
des personnes, je ne dis pas des patients parce qu'il n'est pas médecin, il a des personnes qui ont des pathologies différentes, que ce soit cancer ou maladie chronique ou d'autres. Et là, il prévoit ces exercices pour la personne. Celle-là va faire ça, celle-là va faire ça, celle-là va faire ça. On n'est pas 20, on est 4, 5. Et vraiment, moi, ce que je fais, mon exercice, j'ai fait une séance hier, ce que j'ai fait hier, les autres n'ont pas fait la même chose, chacun a fait en fonction de... Et c'est réfléchi. Et puis, moi, j'y vais, je dis aujourd'hui, oh là là, moi, je suis super fatiguée, je ne pourrais pas faire ça. Il me dit, bon, d'accord, on va faire autrement. Il nous fait faire quelque chose quand même, mais c'est au cas par cas. Donc, c'est sûr que l'atelier à part, il y a 15, 20, enfin, au mieux une quinzaine de personnes, peut-être moins, mais, bon, mais là, c'est encore plus spécifique. Et c'est un coach, ils ont un master, le nôtre, il a un master, enfin, je ne comprends pas leur formation, c'est une formation très spécifique. Et voilà, là, c'est vraiment... moi qui ne peux pas bouger une épaule, ben, quand il me fait faire des trucs, il me dit, bon, celle-là, elle ne bouge pas, mais l'autre, elle peut, tu vas bouger avec l'autre, quoi. Voilà. Donc, c'est le sport sur ordonnance, ça commence... Enfin, c'est assez nouveau en ce moment. C'est assez nouveau et... Ça a une dizaine d'années maximum. Ah, quand même, enfin, oui, la rémunération, ça fait 5 ans, je pense, à peu près. Ah ouais, parce que moi, j'en ai entendu parler il y a 2 ans, quoi. Donc, et j'ai tout de suite sauté dessus. Hein. Mais après, il faut trouver les maisons labellisées sport santé. Ça commence à... Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et puis, écoutez, merci pour cet échange très riche. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage pour les gens qui ont été concernés de près ou de loin. Et puis, pour les autres, merci de vous intéresser à ce sujet. Merci.